Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Les militaires du CNRD se sont d'abord engagés à rendre le pouvoir à la fin de cette année, mais il y a 3 mois, vous nous avez dit sur RFI que ce serait reporté à l'année prochaine. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez plus de précisions ? Bon, vous savez que le retour à l'ordre constitutionnel est conditionné principalement par l'établissement d'un fichier électoral fiable. Par le passé, la Guinée a connu beaucoup de turbulences du fait de la non-fiabilité du fichier électoral qui a été proposé. D'où la nécessité, avec la transition actuelle, de tenir compte de ce passif pour faire les choses correctement, avec un fichier électoral qui sera incontestable. C'est la raison pour laquelle nous avons adossé l'établissement du fichier sur la base du fichier d'état civil. Et c'est cela qui est l'aspect le plus lourd. Et d'ores et déjà, nous avons mis en place une dynamique pour que l'engagement présidentiel de pouvoir organiser la consultation référendaire à la fin de l'année, qu'on puisse tenir cet engagement. Alors un fichier d'état civil, ça nécessite qu'on refasse un recensement général, alors que vous auriez pu vous contenter de réviser le fichier électoral. Est-ce que vous n'utilisez pas ce recensement général comme prétexte pour repousser le référendum et les élections au calendrier grec ? Bon, il y a un recensement administratif à vocation d'état civil et ceci est très important parce que si nous nous précipitons à faire du n'importe quoi, il va de soi que cela impactera négativement la qualité de la transition politique. Pour en revenir à ceux qui disent qu'il y avait un fichier électoral, il faut le renouveler ou le réactualiser. Ils oublient que ce fichier électoral de 2020 a été déjà contesté et contestable. Nous ne pouvons pas nous permettre à ce stade, avec tout le déficit et le passif lourd, tant au point de vue humain qu'au point de vue politique, de reprendre un recensement qui n'a pas été fiable pour dire qu'on va faire du bon travail avec quelque chose qui devrait être mis à la poubelle. Et ce recensement d'état civil, il va prendre combien de temps ? Le fichier d'état civil, c'est un long processus. Mais nous n'allons pas dire que nous allons finir d'avoir le fichier d'état civil de la Guinée pour dire qu'on va maintenant prendre en charge les éléments pour la confection du fichier électoral. J'estime que puisque le président a indiqué qu'il faut nécessairement le référendum à la fin de l'année, il va de soi que nous aurons une masse suffisamment représentative du corps électoral et à partir de là, le fichier électoral sera établi pour permettre de tenir cet engagement présidentiel. Référendum cette année et élection générale l'année prochaine ? À partir du moment où nous aurons le fichier électoral, tout le reste dépendra des critères réglementaires, des dispositions budgétaires pour organiser les élections comme ça se doit, communales, législatives et présidentielles, pour un retour complet à l'ordre constitutionnel en ayant cette fois-ci des fichiers conséquents qui sont dénués de toute orientation politicienne. Et ce retour à l'ordre constitutionnel, il aura lieu quand ? Bon, pour ne pas donner une date de manière précise, ce que je peux dire, à partir du moment où nous aurons le référendum constitutionnel, tout le reste pourra se faire de manière concertée parce que les conditionnalités les plus difficiles seront à partir de ce moment-là derrière nous. Le reste, il y aura des concertations, il y aura l'examen du code électoral, de la Constitution qui permettra de dire telle élection doit se tenir à tel moment, tel autre 2 mois ou 3 mois après. C'est cela qui permettra d'avoir un agenda qui va impliquer tout le monde. Il y a 3 mois, vous nous avez dit retour à l'ordre constitutionnel en 2025. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui ou est-ce que vous envisagez un report à 2026 ? Bon, je ne peux pas. L'essentiel, dès que le référendum constitutionnel sera établi, tout le reste du chronogramme pourra à partir de ce moment-là être envisagé de manière certaine. Donc vous n'êtes pas sûr que le retour à l'ordre constitutionnel aura lieu l'année prochaine ? Bon, comme je suis dans une démarche pragmatique, dès qu'on aura la Constitution, c'est-à-dire le référendum, le reste c'est une question de timing, d'examen du code électoral, du temps requis pour
organiser une élection et l'autre, et puis aussi de l'aspect budgétaire, parce que ce sont des élections qu'il faudra financer. Donc, ce qui est le plus dur, c'est le fichier électoral, le référendum. Le reste, ce seront des dynamiques qui ne vont pas être si compliquées que ça. Mais pourquoi êtes-vous certain que le référendum aura lieu cette année et pas certain que les élections auront lieu l'année prochaine? Pourquoi vous avez un doute sur ces élections en 2025? Non, je n'ai pas de doute, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est l'organisation du référendum constitutionnel. Parce qu'à partir du moment où le référendum constitutionnel sera organisé, je serai certain que tous les autres éléments vont se décliner sans qu'il y ait des hauts et des bas. Et vous êtes certain que ce référendum aura lieu avant le 31 décembre? C'est un objectif que le président nous a fixé. Et c'est un objectif que le Premier ministre est en train de mener et de veiller à ce que cela soit, même s'il faut travailler 25 heures sur 24 pour que l'agenda fixé par le président soit respecté. Alors ce flou sur la date des élections à venir entretient beaucoup de doutes et du côté de l'opposition, l'ancien Premier ministre, Cellou Dalein Diallo, affirme que les militaires du CNRD ne sont pas de bonne foi et qu'ils veulent garder le pouvoir peut-être définitivement. Vous savez, il ne faut pas être obstiné par rapport à l'organisation d'un processus électoral. Nous sommes en train de reprendre les choses par là où il fallait le faire. Bon, je vois que certains sont pressés, mais de grâce, un peu de patience et le corps électoral, le peuple de Guinée décidera de celui ou de celle qui présidera à son destin le moment venu. Est-ce que les militaires ne veulent pas garder le pouvoir définitivement? Pas du tout. Ils sont de bonne foi, à votre avis? Non, ils sont de bonne foi parce que vous savez, lorsqu'on engage le pays tel que le président de la transition, le Jean-Mamadi Doumbouya, l'a fait, en ayant le courage d'organiser le procès du 28 septembre, c'est un engagement fort pour que ce qui s'est fait ne puisse pas se répéter. D'où la nécessité d'aller pas à pas, sûrement, pour permettre à la Guinée de se construire dans la durée et dans une vision positive. Alors vous l'avez dit, pour avancer, vous appelez tous les partis politiques guinéens au dialogue et à la concertation, mais en même temps, vous menacez le numéro 1 de l'opposition de prison si jamais il rentre d'exil. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non, vous savez, l'homme politique, quel qu'il soit, peut connaître des hauts et des bas. J'ai fait 5 années d'exil. Je sais dans quelles conditions je suis revenu en Guinée. Deuxièmement, personne ne l'a menacé de ce point de vue. Des personnes qui étaient citées dans le même dossier le concernant sont à Conakry. Certains d'entre eux font des va-et-vient. Donc, il faut ramener les choses à leur juste proportion. Il n'est pas dans l'objectif des autorités actuelles de chercher la poisse à qui que ce soit. Mais il faut que justice se fasse. Principe de séparation des pouvoirs et donc de redevabilité. Donc pour vous, aucune solution politique n'est possible pour faciliter le retour de Cellou Dalein Diallo à Conakry? Je ne peux pas présager de ce qui se fera, mais il a pris par lui-même et de lui-même la décision de quitter le territoire national. Et je crois qu'il n'y a pas un mandat d'arrêt contre lui. Donc ça, c'est une affaire qui lui est personnelle. C'est une affaire qui ne concerne pas le président du parti UFDG. Le 19 juin doit commencer l'évaluation des partis politiques. Est-ce à dire que l'UFDG de Cellou Dalein Diallo et l'UFR de Sidya Touré risquent de perdre leur existence légale? Non, il y a certains créent une psychose que tout ce qui est fait, c'est contre eux. Ça n'a rien à voir. Les appétits politiciens avaient amené des responsables à créer des partis pour simplement le plaisir de créer des partis. Il faut normaliser tout ça pour que le processus politique permette d'identifier exactement les hommes et les femmes en capacité de représenter les courants d'idées qui traversent la société guinéenne. Et ça n'a rien à voir avec des partis qui existent, qui ont une histoire, qui ont pignon sur rue. Et donc, il faut cesser de se victimiser et voir toujours comme si tout ce qui est fait, c'est contre soi. Pour fluidifier le dialogue entre le pouvoir et l'opposition, pourquoi pas un facilitateur? Bon, cette expérience a été déjà tentée, mais ça n'a pas prospéré. Mon prédécesseur a tout fait pour amener tout le monde autour de table de concertation. Mais certains estiment, tant que ce n'est pas comme ils le veulent, de
la façon dont ils le veulent, il va de soi qu'ils ne seront pas présents. Et je pense que c'est une vision contre l'intérêt général. Il y a 4 mois, Monsieur Bahouri, vous avez accepté de devenir Premier ministre en échange notamment d'un geste d'ouverture, la libération d'un leader syndicaliste. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez pouvoir encore user de votre réputation, votre expérience pour rapprocher les points de vue antagonistes des militaires du CNRD et de l'opposition? On essaye, on va tout faire pour que ce pays évolue dans une dynamique de dialogue, de confrontation des idées et non pas de confrontation physique ou de violence. Mais malheureusement, il faut que les gens se rendent compte d'une chose. Par rapport à la gestion de l'État, ce n'est pas mes humeurs qui doivent présider à la façon dont les choses doivent être gérées. Je vous donne un exemple. Dès mon installation, j'ai usé de tout ce qu'il fallait faire pour travailler à la normalisation des relations entre les 3 radios de la place, 3 médias de la place et les autorités. Nous avions avancé dans ce processus. Le président de la République avait marqué son adhésion. Mais malheureusement, je ne sais pas comment les choses se sont passées dans la tête de certains et ils ont repris la même logique ancienne. Et de ce point de vue, ça a heurté le processus, ça a interrogé sur la fiabilité et le sens de responsabilité sociale de ces entités et la décision est tombée de leur retirer leur agrément parce qu'ils n'ont pas rempli les cahiers de charges. Et de ce point de vue, il faut qu'on soit clair. Nous avons vu le rôle néfaste que des médias ont fait par rapport à la tragédie du Rwanda. Nous ne pouvons pas nous permettre, dans un contexte trouble où la région ouest africaine est parcourue par beaucoup de dangers, nous ne pouvons pas permettre à ce qu'on puisse remettre en cause la stabilité et la cohésion dans un pays aussi fragile que le nôtre. Mais quels que soient les manquements éventuels de certains médias par rapport à leur cahier des charges, le fait de les interdire carrément, évidemment, ça fait dire à l'opposition et à la société civile que vous voulez censurer, vous voulez museler la presse. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à trouver une solution? Bon, vous savez, il faut que les gens se renouvellent leur façon de faire. En Guinée, il y a une place pour une presse libre, pour une presse intelligente, mais que ça ne soit pas une presse qui, chaque jour, est en train d'entretenir un climat d'insatisfaction, de manque de sérénité et parfois de manque d'objectivité. Mais 4 radios et 2 télévisions privées interdites, vous avez eu la main lourde, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous envisagez de lever cette mesure? Il y a 80 radios à l'heure actuelle qui existent en Guinée. Il y a 14 médias avec des télévisions et nous sommes en train de nous raccorder au TNT. Donc l'espace médiatique dans les mois à venir va profondément changer pour un accès beaucoup plus large de la population à l'information. Donc, nous voulons que cette liberté soit réellement une liberté et non pas que quelques-uns, parce qu'ils ont la possibilité d'avoir des médias, d'utiliser cela pour aliéner une population qui, dans un contexte de fragilité, peut manquer de repères. Oui, mais les radios et les télévisions que vous avez interdites, elles avaient beaucoup d'audience. Est-ce que vous envisagez de revenir sur cette décision? J'avais tout fait pour que ce soit le cas. Et au moment où j'allais réussir, comme une attitude suicidaire, ceux qui devraient être aidés ont mordu la main qui leur était tendue. Donc, je vous dis franchement les choses, psychologiquement et personnellement, je ne suis pas pour le moment disposé à m'engager dans cette voie. Parce qu'en fin de compte, vous vous battez pour des gens qui en valent la peine et non pas pour des gens qui considèrent que tout ce que vous faites, c'est parce que vous avez peur d'eux. Cette vision de chantage ne marche pas. Donc il faut qu'ils revisitent leur manière de faire. Et avec le temps, on verra. Avec le temps. Oui. Que répondez-vous, Monsieur Bahouri, à votre ancien compagnon politique, Cellou Dalein Diallo, aujourd'hui chef de l'opposition, qui dit que les principales décisions ne sont pas prises à la primature et qu'en fait, vous vous faites l'avocat des militaires du CNRD? Bon, il doit savoir que je ne suis pas le genre de personne qui avalise n'importe quoi. Et j'agis en conformité avec ma conscience, avec le sens du devoir que j'ai pour mon pays. Et dans le contexte actuel, on ne peut pas discuter
dissocier l'action du CNRD, qui est l'organe d'orientation, du Premier ministre, chef du gouvernement, et du gouvernement dans sa globalité. Nous sommes dans une approche constructive pour restaurer les fondamentaux qui permettront à ce pays de jouir des atouts et des potentialités économiques que Dieu nous a accordés. Donc vous n'êtes pas un Premier ministre potiche? Oh, ce n'est pas mon genre. Je jouis de la confiance du président Doumbouya et je jouis de la confiance de l'écrasante majorité de la population guinéenne. De ce point de vue, je veux utiliser ce crédit pour permettre à la Guinée d'avancer. Monsieur le Premier ministre, vous rentrez de Kankan, en Haute-Guinée, où deux chefs religieux musulmans s'affrontent depuis plusieurs mois. L'un des deux est le prédicateur El Hadj Souleymane Sidibé, qui n'hésite pas à insulter ses adversaires sur sa radio Nourdine FM. Pourquoi sa radio est-elle toujours autorisée alors que les médias religieux et communautaires sont interdits? Est-ce parce qu'il est réputé être le père spirituel du général Mamadi Doumbouya? Bon, je crois que nous gérons un passif et un héritage qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date de la période où certains protagonistes sont devenus des adversaires extrêmement actifs du CNRD et de la gouvernance actuelle. Mais les dispositions seront prises et nous avons demandé aux autorités morales et religieuses de régler ce problème de la manière la plus intelligente et la plus rapide possible. Pour les autres aspects administratifs, les services concernés prendront les dispositions à la lumière des faits qui seront examinés le plus rapidement possible. De ce point de vue, ce que je dois dire et ce que j'ai dit aux autorités morales de la région de la Haute-Guinée, puisque j'ai fait Sigiri, Kankan et Mandiana, et aux autorités administratives, c'est de ne pas être dans une logique où on peut être victime de provocations, d'où qu'elles viennent. Agissons avec doigté, avec intelligence et avec sagesse pour ne pas donner prétexte à des situations susceptibles de dégénérer et qui pourraient plonger notre région orientale dans une situation qui pourrait être proche de ce qui se passe du côté du Sahel. Nous avons une attention très particulière et nous veillons au grain pour ne pas que des dissensions internes soient exploitées par d'autres forces asymétriques qui sont à l'affût dans cette partie de notre territoire. Alors vous parlez de provocation. La haute autorité de la communication reconnaît le caractère insultant et déstabilisant des programmes de Nourdine FM. Pourquoi cette radio est-elle toujours autorisée à émettre? Wait and see. Il va se passer des choses dans les prochains jours. Oh, je n'ai rien dit. Je ne veux pas prendre la place de la haute autorité de la communication, ni des organes les plus habilités de juger les faits en conformité avec les cahiers de charges, mais la loi reste la loi. Et la loi sera celle qui va primer en toutes circonstances. La semaine dernière, à Conakry, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a été reçu par le président de la transition, le général Doumbouya, tandis que le conseiller Afrique du chef de l'État français, M. Jérémy Robert, a été reçu par vous-même. Est-ce qu'on peut parler d'une diplomatie du grand écart? Pas du tout. C'est une diplomatie de la mise en force des intérêts stratégiques de la Guinée. La Russie est un partenaire de longue date. Ils ont des intérêts, notamment la compagnie minière Rusal est implantée dans notre pays et exploite des mines de bauxite comme l'usine d'alumine de Fria. Et par rapport au Conseil Afrique de M. Macron, c'était une visite qui a permis de renouveler notre niveau de coopération et d'entente. Et de ce point de vue, je dois dire que sur le plan de l'investissement minier, nous avons juste à côté de Kamsar une usine de transformation de la bauxite en alumine avec Alteo qui est en train d'être construite. Tout cela montre d'excellentes relations que nous avons aussi bien avec la Russie qu'avec la France. Et ça va dans le sens de traduire dans le concret ce principe de neutralité, de non-alignement de la diplomatie guinéenne par rapport aux questions géostratégiques qui divisent le monde. Oui, mais tout de même, à Conakry, la semaine dernière, le président Doumbouya et le ministre Lavrov ont parlé coopération militaire. Vous savez, les Guinéens sont très jaloux de cette indépendance. Et vous connaissez que les relations entre l'armée guinéenne et l'équipement russe ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, ceci explique cela.
Vous n'êtes pas en train, malgré tout, de vous rapprocher de Moscou au détriment de Paris et Washington? Oh, nous avons d'autres chats à fouetter. Nous sommes dans une approche qui privilégie les intérêts de la Guinée, rien que les intérêts de la Guinée. Est-ce la raison, cette neutralité, pour laquelle la Guinée a refusé d'entrer dans l'alliance des États du Sahel formée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger? Bon, la Guinée a une longue histoire. Nous avons connu des périodes où la Guinée était isolée, où il y avait beaucoup de tragédies qui ont amené les Guinéens à faire preuve de pragmatisme et de sens de responsabilité. Nous ne voulons pas entrer dans n'importe quelle aventure. Et c'est pourquoi vous avez refusé d'entrer dans l'AES? Bon, je ne juge pas l'AES. L'AES, pour des questions qui leur sont propres, ils ont une même réalité aujourd'hui, un déficit sécuritaire majeur. Donc, communauté d'intérêt, ils peuvent, de ce point de vue, se retrouver. Mais en ce qui concerne la CEDEAO, la Guinée est partie prenante de l'organisation régionale et nous souhaitons, quels que soient les différends, que nous puissions sauvegarder les instruments qui nous ont permis d'avancer dans le sens de l'intégration des États africains, des populations africaines. Voulez-vous dire que l'AES, l'Alliance des États du Sahel, s'engage dans une aventure qui risque de la conduire au même isolement que la Guinée du temps de Sékou Touré? Je ne le dis pas ça, mais je souhaite le meilleur pour les frères de la région. Ce sont des pays qui souffrent. L'un n'exclut pas l'autre. L'existence de l'AES et son intégration dans la CEDEAO ne sont pas du tout contradictoires, et voire même ils peuvent être complémentaires. Quelle est votre réaction, Monsieur Bahouri, aux résultats des élections européennes de ce dimanche 9 juin et notamment à la poussée électorale de l'extrême droite en Europe et en France? Bon, je ne me mêle pas de la politique intérieure française, mais en voyant ce qui se passe un peu partout dans le monde avec cette montée des populismes, cette radicalisation contre les populations immigrées, c'est une tendance que le monde a connue avec la montée du fascisme, c'est une réalité. Et la montée du fascisme a amené, disons, la Seconde Guerre mondiale avec toutes les tragédies que le monde a connues. Je pense que les effets et les leçons tirées de la Seconde Guerre mondiale sont en train de s'estomper dans les mémoires. Donc, c'est une question qui nous interpelle. Nous avons des populations africaines qui sont en Europe, qui sont nombreux. La situation nous préoccupe, d'où l'indispensable nécessité pour les dirigeants africains de veiller à créer des conditions idoines pour que leurs ressortissants puissent s'épanouir, travailler dans leur propre pays et que notre gouvernance soit une gouvernance vertueuse. Et si le mois prochain, le leader du Rassemblement national, Jordan Bardella, devient Premier ministre de la France, est-ce que cela changera quelque chose dans les relations entre Paris et ses partenaires africains? Vous savez, quand on est loin des cercles de décision, on peut se laisser aller, mais devant les épreuves du pouvoir, le réalisme finit toujours par l'emporter. Donc, ça ne nous inquiète pas outre mesure et nous savons que nous traiterons avec n'importe quel gouvernement de la République française et voire même de l'Europe. Donc pour vous, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, c'est pareil? Non, vous savez, entre le bleu clair et le bleu ciel, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais en fonction des couleurs, vous allez voir si vous allez porter des verts teintés ou pas. Et là, vous porterez des verts teintés. J'espère une avancée démocratique en France. La France est un grand pays. C'est le pays des Lumières, le pays des droits de l'homme. Je sais que la société française est très ouverte sur les réalités du monde et je ne suis pas pessimiste outre mesure. Monsieur le Premier ministre, merci.